Alors, merci, M. Journet. Bonjour à vous tous. 5 minutes, vous allez comprendre que je me suis écrit des guides, des lignes, parce que je vais essayer de respecter votre temps. Je me présente l'Association du camionnage du Québec, qui est en fait l'association la plus importante en transport routier de marchandises. Plus de 500 membres transporteurs et fournisseurs de produits et de services, dont la moitié sont situés dans la grande région de Montréal. La particularité de Montréal est qu'elle est, évidemment, comme vous le savez tous, une plaque tournante pour le transport de marchandises et elle dessert le Québec vers l'Ontario, les Maritimes et aussi les États-Unis. La congestion urbaine est donc un facteur qui frappe notre industrie de plein fouet. Montréal, c'est aussi l'économie du Québec. Il dénombre 52 000 emplois en transport et en entreposage chez nous, 6 300 établissements et plus de 142 millions de tonnes sont manipulées. Au total, ça représente 4,2 milliards de dollars de valeur ajoutée. Dans un sondage qui a été réalisé par la firme KPMG, par le concours de Cargo-M en 2014 auprès des entreprises de transport de notre grande région de Montréal, la qualité des infrastructures est pointée comme un enjeu de taille pour notre industrie. Elle est le deuxième facteur le plus important pour la compétitivité. Tout de suite après, évidemment, le coût de notre main-d'œuvre. Les infrastructures ont cependant obtenu la plus faible évaluation sur la liste de 13 facteurs. À cet effet, les répondants ont donné une note de 2 sur 5 sur la qualité des infrastructures, les qualifiant de désuètes et endommagées. La fluidité du transport est aussi un enjeu, comme vous le savez, le quatrième en importance qui a été nommé dans le cadre de ce même sondage. La fluidité passe évidemment par plusieurs facteurs, dont celui des infrastructures. Mais il faut aussi revoir tout le plan des restrictions auxquelles notre industrie est confrontée sur l'île de Montréal. Et de même, et se doter évidemment, et regarder aussi tout l'aspect des voies réservées à certains types de circulation. Dans le rapport présenté aujourd'hui, on y expose le projet de Stockholm. Stockholm compte 900 000 à 1 million d'habitants, 1,6 en incluant sa banlieue. Montréal compte plus de 2 millions d'habitants, 4 millions avec la banlieue. Nous savons pertinemment que le développement intensif du transport en commun et la mise à niveau des infrastructures routières ont été en place préalablement à la tarification et non le contraire dans l'exemple qu'on nous donne. Et là, vous me voyez venir un peu. La question du jour est de se prononcer, évidemment, en faveur ou en défaveur d'une tarification pour réduire la congestion. C'est ce que vous voudriez un peu savoir de mon industrie. Pour prendre une telle position d'industrie sur un tel projet d'accès à Montréal, il faut se poser pas mal plus de questions. Je vous dirai d'ores et déjà que je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. Les questions auxquelles je pense, c'est, évidemment, je vous les cite en rafale, comment faire la distinction entre un transporteur, puis ça c'est notre réalité, qui ne sort pas de l'île de Montréal pour ses opérations, et celui qui sort quotidiennement. Serions-nous prêts à faire comme à Stockholm, à établir un tarif maximum par jour pour les véhicules de livraison? Ça pourrait être aussi une autre approche si on allait vers la tarification. Allons-nous créer une iniquité concurrentielle? Est-ce que la taxe kilométrique pourrait s'appliquer sur tous les transports à l'intérieur de l'île? Autre question auquel il faudrait avoir certains arguments. La tarification, oui, mais à quel prix? Si on connaît les exemples et les effets que nous avons eus sur l'autoroute 30, une tarification qui a augmenté de 30 % à l'intérieur d'un an. Je travaillais sur une campagne de marketing avec le consortium alors qu'on s'est fait servir, évidemment, une augmentation de 30 %. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai perdu un petit peu d'écoute à l'égard de mes arguments de marketing. N'a-t-on pas peur aussi de créer un ghetto de la consommation à Montréal? Et là, je ne parle pas seulement au nom de mon industrie, je parle au nom de plusieurs activités économiques. Je pense que Michel va certainement l'aborder. En augmentant le coût d'accès, on implique indirectement le coût de la livraison des marchandises, dont le coût des produits. Ça, je pense que M. Lanois l'a dit tout à l'heure. Les commerçants de Montréal ne seront-ils pas plus compétitifs que par rapport aux banlieues? Il y aura peut-être des pertes de volume, des pertes de chiffre d'affaires. Allons-nous encourager les commerces, les industries et les bureaux à sortir de l'île de Montréal à moyen terme?
c'est une chose qu'il faut analyser et calculer l'impact. L'impact économique doit être mesuré non seulement en termes de congestion NGES, mais aussi en termes d'activité économique. Alors, vous aurez compris qu'en tant qu'association, de se prononcer sur un enjeu et de vous donner une réponse définitive aujourd'hui, il faut être conscient que des coûts directs et indirects engendrés par cette congestion urbaine-là, oui, elle nous touche grandement. Le retour par rapport à une fluidité et à une tarification, c'est une chose, évidemment, c'est un argument de discussion. Il faut cependant trouver et expliquer les autres projets connexes avant de mettre de l'avant une telle approche. Nous sommes donc solidaires de plusieurs des recommandations du rapport, mais la tarification, pour nous, n'est pas la solution sans qu'il y ait un plan de match global et sans avoir plus d'arguments pour convaincre, évidemment, tous les acteurs. Et je parle, évidemment, au nom de mon industrie pour cela. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette belle discipline. On a été dans le temps, je pense. Maintenant, j'inviterai Mme Coralie Denis. Okay, parfait. Merci. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. C'est une grosse question, mais je pense que, tout d'abord, je tiens à souligner l'initiative qui a été prise par la Commission de l'écofiscalité du Canada, parce qu'on est tous d'accord qu'il faut faire quelque chose. Le constat de la congestion, tout le monde le fait, mais quand on arrive pour dire qu'il faut prendre des décisions et faire des choix, donc là, ça devient plus difficile. Puis il y a toujours des raisons, des bonnes et des moins bonnes, pour dire on ne va pas de l'avant. Alors déjà, selon nous, c'est une très bonne initiative parce que ça nous fait prendre conscience qu'il y a des pistes de solutions sur la table. Certaines sont mises dans ce rapport-là, d'autres n'y figurent pas. D'ailleurs, ça a été mentionné ce matin qu'ils n'avaient pas regardé tous les aspects. Mais c'est une initiative qu'il faut souligner et surtout encourager parce qu'elle a le mérite vraiment de proposer des solutions. Le statu quo, on l'a dit, est intenable à Montréal au niveau de la congestion. C'est en augmentation. Puis quand on voit le nombre de voitures qui augmente à chaque année de bien plus vite que la population, on s'attend à ce que dans les années prochaines, ça continue à augmenter aussi le problème. Il n'y a pas d'outils miracles, ça il faut se le dire. Il y aura toujours à travers des outils qu'on va proposer des contraintes et des limites et il faut pouvoir y répondre. Une façon... Selon nous, c'est sûr que l'utilisateur-payeur est un des moyens, mais il faut aussi qu'il soit accompagné d'autres éléments, automatiquement, parce que sinon, en effet, ça va créer soit des effets pervers ou des inégalités. Alors, on parle, et puis vous le savez, au Conseil régional de l'environnement, la question du transport collectif et de son financement est capitale. On ne pourra pas aller de l'avant avec des démarches comme celle-ci si, parallèlement à ça, on ne fait pas vraiment des pas de géant en termes d'offres de transport collectif. Alors, il va falloir les mettre sur la table. On a vu avec des projets comme P9 du SRB que c'est encore retardé. C'est inconcevable de continuer à aller dans cette voie-là. Alors, il faut vraiment les mettre et aller chercher les moyens financiers de le faire. Est-ce que les propositions qui sont sur la table permettent d'aller chercher ces moyens-là? On le souhaite et on souhaite aussi que ça fasse partie aussi des éléments qui seront regardés. Tous les autres éléments qui ont été aussi évalués et évoqués tout à l'heure, toute la question du covoiturage, l'intermodalité, les transports actifs, limiter l'accessibilité aussi en auto au centre-ville. Tout à l'heure, on parlait de peut-être resserrer. C'est sûr, le centre-ville n'a pas une capacité illimitée de recevoir des voitures. Alors, quand on prend conscience de ça, il va falloir aussi prendre les décisions en conséquence. Un des éléments aussi importants qui est plus territorial et local, c'est la question de déployer des mesures d'apaisement de circulation et de réduction. Pourquoi? Parce qu'un des effets pervers, si on venait à mettre une tarification sur les axes autoroutiers, par exemple, il y a les routes secondaires qui pourraient être davantage empruntées, qui passent à travers des milieux de vie. Donc, c'est bien important d'aller de l'avant avec ça. Il faut, dans le document en page 7, il y a un élément qui est très clairement ressorti. Les automobilistes imposent des coûts à toute la société
Et donc, il faut prendre action à cet égard-là. Alors, c'est sûr que les effets pervers, faut les juguler. Il y a toute la question de l'équité sociale, l'équité territoriale. Il faut se poser la question, en effet, sur le territoire de l'île de Montréal, qui est plutôt une forme allongée, en effet, est-ouest. Est-ce que c'est équitable de faire payer seulement au pont et pas d'aller à un cordon plus large ou de zone? Oui, ça demeure. Il faut le regarder pour voir si la congestion vient aussi des extrémités de l'île, beaucoup à travers nos autoroutes, notamment la 20 et la 40. Alors, on ne peut pas ne pas évoquer cette question-là. La question des voies hautes, c'est sûr qu'il faut faire attention dans une perspective où, surtout à Montréal, on n'a pas de voies réservées tant que ça et pas autant. On devrait faire attention de ne pas défavoriser en termes d'efficacité le transport collectif et le covoiturage et se poser la question comment ça se fait si, quand il y a des voies réservées, elles ne sont pas assez utilisées. Je pense que ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas assez faites, notamment les autobus. Il ne faut pas juste faire des voies réservées, il faut qu'il y ait des autobus qui circulent et de façon très, très fréquente. Je vous amènerai sur le stationnement, puis j'aurai l'occasion, je pense, après d'en reparler de plus en détail. C'est un élément sur lequel on a beaucoup travaillé. On a fait un guide en 2014, je vous invite à le voir, qui traite de bien des aspects. Mais c'est sûr que la tarification du stationnement et la gestion du stationnement, c'est une clé de la congestion. Pourquoi? Tout simplement, on le sait tous, hein, quand on circule en véhicule, il y a un stationnement au début, puis un stationnement à la fin. Sans compter que souvent, il en faut 3 à 5 pour répondre aux besoins d'une voiture, puis qu'elle est stationnée 95% de son temps. Une fois qu'on a dit ça, il faut mettre en place les mesures à cet égard-là, et c'est sûr que ça va jouer sur la congestion. Et là, je reviendrai tout à l'heure sur les détails, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire